La démocratie, une notion historique qui a toujours fait parler d'elle. À l'heure du numérique, où elle connaît une véritable transformation, elle est plus que jamais au centre des débats. Mais revenons aux fondamentaux. Comment les citoyens la définissent-ils ? C'est démos, ça veut dire peuple, et kratos, pouvoir. C'est le pouvoir donné au peuple. C'est la liberté de chaque être qui est respectée. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est vivre dans un pays où il y a le droit de vote. Il va falloir que je vote, et là au moins ça va prouver le fait que je suis une bonne citoyenne. Parler de démocratie, c'est évidemment parler de politique et de la désillusion ambiante face au système en place. Un système qui semble bien éloigné des réalités citoyennes. La politique est en décalage avec la société. Les politiciens ont une très mauvaise réputation. On nous l'a prouvé récemment avec l'histoire du pain au chocolat. Je pense que le goût du pouvoir finit par avaler tout le monde et qu'on ne se sort pas de ça. Tant que je pense qu'il y a des pouvoirs d'argent avec le pouvoir, c'est que ça va pas. Je pense que les gens sont un peu désespérés par le fait d'avoir l'impression d'avoir très peu de prise. Mais j'ai l'impression d'être pas concernée alors que pourtant c'est sûr que ça touche tous les citoyens et j'en fais partie. Marre de ne pas être écouté, de ne pas être suivi. Je pense que au fond on se dit ça nous concerne pas. Le problème en France c'est qu'on discute un peu trop sur les sujets en général et nous on veut vraiment des actes, on veut des faits. Alors, quel futur pour la démocratie ? La vie politique est-elle menacée à l'heure du numérique ? Pour en débattre, Vincent Puren reçoit Delphine Burkly, maire du 9e arrondissement de Paris, et l'entrepreneur Julie de Pimaudan. Les Français ont de plus en plus de mal à s'engager auprès des représentants de notre pays, auprès des politiques. Les jeunes ne votent plus. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exaspération dans notre pays, on le ressent depuis plusieurs années. J'ai été désabusée par le politique, j'y crois plus, ce sont des phrases que l'on entend souvent. La génération politique est actuellement aux responsabilités, n'a pas anticipé cette transformation de la société, ce qu'a engendré le numérique par l'émergence des réseaux sociaux. Alors, elle essaye, cette classe politique, de rattraper son retard, bien timidement, mais finalement c'est à l'image du retard que la France a pris sur ces questions, puisque si on rappelle quelques chiffres, quelques données très récentes, la France se retrouve à la 26e position mondiale des indicateurs des pays qui exploitent les opportunités technologiques de l'information et de l'information. Et pire, dans l'Union européenne, elle est à la 16e position sur 28 de tous les pays européens. En cause, c'est la stagnation dans les réseaux, dans les usages. Et donc, il faut vraiment qu'on crée cette Smart Nation. Je prendrai aussi un exemple qui est intéressant, c'est que la secrétaire d'État en charge du numérique et de l'innovation, elle est dans les abysses de l'ordre protocolaire du gouvernement. Je crois que c'est l'avant-dernière. Autant dire qu'on ne prend pas en compte la mesure et l'ampleur des transformations qui doivent être celles des politiques publiques en fonction de cette révolution digitale que nous sommes en train de vivre. Oui. Aujourd'hui, on attend, comme dans tous les domaines de la sphère privée, on attend de pouvoir s'informer en temps réel, obtenir une réponse d'organisations qui sont responsables, réactives, soucieuses un petit peu de la vie de leurs utilisateurs. Et du coup, il y a cette urgence, ce besoin de temps réel et cette envie en fait, d'avoir un accès permanent aux décideurs, que ce soit dans la sphère privée ou que ce soit dans la sphère publique. Or, la sphère publique aujourd'hui est un petit peu à la traîne à cause de justement la nature de ces organisations. Et je pense que c'est de là principalement que vient la frustration, notamment des jeunes qui se sont majoritairement engagés de cette sphère-là. C'est beaucoup plus facile avec le numérique de tous se rassembler. Et par le biais des réseaux sociaux, aujourd'hui, on a un impact dans le sens où notre parole n'est plus la parole que l'on donne à 10 personnes, mais peut-être à 1000. Du coup, les gens peuvent partager leurs opinions. C'est un bon moyen de communiquer avec les jeunes et que les jeunes communiquent à leur tour. Ça te permet une certaine liberté d'expression que tu ne retrouves pas forcément ailleurs. Il faudrait que ce qui se passe sur les réseaux sociaux ait plus d'impact sur la vie réelle. Les réseaux sociaux qui sont largement, en fait, j'ai envie de dire, la solution pour faire éclore un mouvement, est-ce que c'est quelque chose qui doit faire peur aux autorités ? Je crois qu'aujourd'hui, Facebook et Twitter sont dépassés. Alors la question, ce n'est pas de savoir si ce sont des alliés ou des ennemis pour la puissance publique, c'est de savoir comment on anticipe les nouveaux phénomènes qui arrivent et qui vont arriver et qui contiennent de nouveaux débouchés. C'est ça qui, en tant que responsable politique, m'intéresse. C'est comment on anticipe la suite. Moi, je suis persuadée que les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, sont plutôt des alliés du pouvoir.
mais du nouveau type de pouvoir en fait. C'est pas du pouvoir centralisé, c'est du pouvoir décentralisé. On voit aujourd'hui qu'il y a des élus qui sont prêts à faire de la politique autrement, d'arrêter d'être vraiment dans une logique top-down, de faire descendre un programme politique que tout le monde doit exécuter, mais plutôt d'être à l'écoute et de redonner à l'ensemble des citoyens une forme de pouvoir. Et je pense que les réseaux sociaux permettent ce genre de mécanique, ce genre de modèle. Effectivement, on est arrivé à une sorte de limite avec les réseaux sociaux actuels qui sont surtout centrés sur la publicité, le nombre de likes, le nombre de shares, mais pas forcément sur l'action locale. Et du coup, c'est ce qu'on souhaite faire avec Lucity, c'est vraiment permettre un réseau social centré sur la citoyenneté qui essaye d'accélérer l'action locale de la sphère publique. Les réseaux sociaux auxquels vous faites partie, j'ai l'impression qu'ils sont censés, ou ils ont vraiment la vocation à essayer de remplacer un peu les médias. On l'a vu en fait très récemment avec Nuit debout, il y a beaucoup plus de personnes qui ont suivi le mouvement sur Periscope, application finalement de niche par rapport à un Twitter ou un Facebook, versus BFM Télé par exemple. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de la part des citoyens de remettre en question le traitement médiatique qui est fait, sachant que ce traitement médiatique est censé porter la voix du pouvoir ? Mais je vous disais tout à l'heure, la sphère politique n'est pas épargnée par la révolution numérique, la sphère médiatique non plus. Bien sûr qu'aujourd'hui, les gens, il n'y a plus le sacro-saint 20h, il n'y a plus le film du dimanche soir où tout le monde se retrouvait. On consomme les programmes différemment sur son smartphone, sur sa tablette. Et les médias sont pris de court aussi en France, à l'image de la puissance publique et des politiques publiques. Il y a une redéfinition du média qui est en cours, une réflexion profonde. Et en effet, tous ces mouvements dont vous parlez utilisent d'autres subterfuges pour faire passer leur droit à l'information. Je pense qu'en effet, les médias traditionnels aujourd'hui ne jouent plus leur rôle de recréer un lien fort entre ce que peuvent souhaiter des citoyens et les politiques. Clairement, ils font partie de conglomérats qui sont privés. Clairement, ils ont perdu la confiance également d'un grand nombre de consommateurs des médias. Il y a énormément de jeunes qui lisent plus la presse quotidienne. Du coup, tous ces nouveaux médias sont vraiment extrêmement intéressants pour essayer de recréer ce lien justement entre la volonté citoyenne et l'action des politiques. Souvent, les politiques les plus courageux ont du mal à prendre certaines mesures parce qu'ils ont du mal à tâter ce pouls qui n'est pas forcément reflété par les médias actuels. Mais si je peux rebondir sur ce que dit Julie, les médias ont aussi une vocation à décrypter l'information, à approfondir. Et c'est vrai que la dérive de ces dernières années, c'est de faire de l'information chaude, sans nous laisser le temps de comprendre, ou sans nous donner la possibilité d'avoir une analyse pointue. C'est ce qu'on attend des journalistes. Donc moi, je ne désespère pas de l'évolution des médias. Je pense qu'effectivement, il va y avoir un approfondissement des connaissances voilà, les chaînes info en continu, effectivement, n'auront pas leur place face à des réseaux sociaux qui vont donner la même information. Mais c'est le décryptage et l'analyse qui devront être les fondements de ce métier. Bon, la différence entre médias et social media, c'est que social media, il y a une notion de communication qui rentre aussi en compte. Et derrière la communication, il y a les données. Nos informations sont de plus en plus mises sur le net, c'est clair. Volontairement ou involontairement, aujourd'hui, n'importe quel achat qu'on va faire, on va nous proposer une carte de fidélité. Les informations vont être effectivement rachetées par d'autres groupes. Ça ne me fait pas peur. Je pense que c'est une violation de nos droits en fait. En tant que citoyen, on n'a pas envie de s'exposer on n'a pas envie d'exposer en fait nos infos personnelles. On ne peut même plus envoyer une photo sans qu'il la garde ou sans que... Ouais. Mais il y a un prix à tout. Quand j'utilise Waze pour rouler de manière plus efficace, je suis conscient que je donne des tas de données à Google et j'accepte cet inconvénient et le fait qu'il va me monétiser mes données contre l'avantage que j'ai d'avoir accès à un service. On ne pourra jamais dénoncer les pires choses qui arrivent dans notre monde, puisque forcément les grands industriels ne voudront pas que ça se sache. On vit en démocratie, la démocratie est censée porter une certaine forme de liberté. Aujourd'hui, là où la majorité des personnes ne sont pas d'accord, c'est qu'est-ce qu'on doit faire de ces données. On vit dans un climat relativement tendu, avec notamment la menace terroriste. On demande aux acteurs, notamment GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, on demande à d'autres plateformes, Twitter, Telegram, de partager leurs données avec les autorités. Certains acceptent, d'autres, à l'image de Telegram, refusent catégoriquement de partager leurs données. Ils considèrent que c'est une menace. C'est quoi votre position là-dessus? Est-ce qu'il faut faire preuve de transparence et partager ces données, ou est-ce qu'au contraire, effectivement, c'est dangereux de le faire?
Alors c'est vrai que les événements dramatiques de 2015 ont précipité notre prise de conscience sur ces sujets. En effet, la menace terroriste est permanente et on se rend bien compte que l'Europe, la France seule ne peut pas y arriver, et que l'Europe est bien démunie. Vous parliez de géants du numérique, ils sont tous américains aujourd'hui. Alors on ne va pas déléguer notre sécurité aux États-Unis. Il est urgent que l'Europe mette en place un espace numérique européen avec les mêmes règles fiscales, les mêmes règles juridiques, mais qui nous permettent effectivement d'avoir aussi de grandes majors du numérique et de pouvoir partager les données. C'est absolument fondamental pour la souveraineté des États. Je vois par exemple un cas où par exemple Apple avait décidé d'encrypter des données au niveau des téléphones dans leur dernier modèle. Il y a eu des cas qui ont empêché par exemple des juges d'avoir accès aux données d'un téléphone d'une femme qui avait été tuée à son domicile à cause de la décision d'Apple. Moi je ne trouve pas ça normal que la sphère publique ait à demander la permission à Apple pour avoir accès à des données. Je pense qu'il est urgent effectivement que le gouvernement et que la loi reprenne un petit peu la main sur ces décisions-là en termes de données. Et effectivement, il faut un cadre juridique qui se mette en place pour pouvoir renverser cette tendance qui est un petit peu déséquilibrée aujourd'hui. Donc c'est un outil indispensable, en tout cas les datas sont indispensables pour notre sécurité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a conscience que les médias sociaux sont un formidable terrain pour s'exprimer, mais est-ce que ça a un impact sur les débats et surtout sur les prises de décision au sein des ministères, au sein des gouvernements ? Là, je vais pouvoir parler effectivement de ce qu'on fait, d'essayer de remettre en relation des élus avec des citoyens grâce à une logique de médias social. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une relation qui est peut-être un petit peu plus fluide qu'elle aurait pu l'être auparavant avec une certaine partie de la population. On va aller toucher des jeunes qui n'ont pas le temps d'aller au conseil de quartier, qui n'ont pas le temps de répondre à des questionnaires papier et qui du coup vont pouvoir s'exprimer sur un certain nombre de questions de manière à permettre aux élus d'avoir une sorte de baromètre des attentes, des sensibilités, des besoins des habitants. Chose qu'ils auraient pu avoir effectivement en allant se balader le dimanche au marché, mais pas forcément avec la même tranche de la population qui va s'exprimer sur ces réseaux sociaux. Du coup, c'est un premier pas qui doit aller beaucoup plus loin, je l'espère, mais c'est un premier pas qui permet à des jeunes d'aller s'exprimer sur leurs attentes. Je vois par exemple dans le 9e, on a eu pas mal de projets citoyens, d'initiatives citoyennes qui concernent le fait de fermer des rues le dimanche, le fait d'avoir un quartier qui est plus vert. Ils ont obtenu des réponses tout de suite. Du coup, ils se rendent compte qu'il y a déjà des démarches qui ont été engagées dans cette direction. Et c'est une manière d'améliorer un sentiment de confiance et qu'on va essayer d'améliorer sur le long terme. Parce que vous avez travaillé ensemble avec la mairie du 9e. Qu'est-ce que vous avez mis en place ensemble, concrètement ? Je voulais absolument qu'on s'adresse à cette génération des 18-35 ans. Voilà, qui a le sentiment de ne pas être écouté ou de ne pas être suffisamment écouté. Et donc, c'est là qu'a émergé l'offre de Fluicity et donc j'ai rencontré Julie. On a mis en place cette appli qui est un fil d'information continue, d'actualité continue, de contact entre le citoyen et l'élu, des signalements d'action à mener sur les quartiers, des mini-sondages. Donc c'est à la fois un baromètre, comme tu le disais, puis un thermomètre pour connaître en temps réel l'opinion de la population sur tel ou tel sujet. On a une tradition dans cette émission, contexte électoral oblige. Ce serait quoi votre grande idée pour que notre sujet, à savoir la démocratie, aille de l'avant d'ici 2020-2022 ? 2020, c'est demain. Mais il y a un sujet absolument fondamental pour moi, une priorité absolue pour une démocratie comme la France, c'est l'éducation et l'apprentissage des fondamentaux. Comment on prépare les enfants d'aujourd'hui à devenir adultes dans un monde, qu'on le veuille ou pas, qui sera de plus en plus compétitif. Aujourd'hui, les bébés qui naissent exerceront un métier dans 20 ou 30 ans qui n'existe pas. Et pour moi, il faut, en tant que responsable politique, mettre la question du numérique à l'école. C'est une question de démocratie, au cœur des enjeux scolaires. L'alphabétisation numérique doit aider à préparer les enfants au métier de demain. Et c'est quelque chose que, alors à la place qui est la mienne aujourd'hui en tant que maire d'un exécutif local, mais ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons beaucoup, parce qu'il faut vraiment que la fracture qui s'est creusée ces dernières années, on rappelait les chiffres
la France en matière de transition numérique, qui n'était pas bon par rapport aux autres pays européens. Il faut vraiment que sur ce sujet, on devienne leader pour préparer les enfants aux emplois de demain. Ce qui vaut pour l'éducation et les enfants vaut aussi pour l'administration. Comment faire en sorte que les services publics soient beaucoup plus efficaces, moins coûteux, mais qui répondent le plus parfaitement possible aux attentes des habitants. Je pense qu'il faut généraliser les pratiques de consultation, de sondage, de projets participatifs dans les collectivités locales. On voit que par exemple, il y a 88% des Français qui considèrent que leurs responsables politiques ne se préoccupent pas de ce qu'ils pensent et que de l'autre côté, 72% d'entre eux souhaitent participer et être impliqués davantage. Donc il y a une sorte de creux énorme entre la réalité de ce qui est fait et ce qu'ils pensent vouloir. Du coup, je pense qu'il y a vraiment une sorte de logique en continu à mettre en place entre deux élections et c'est d'améliorer le cadre légal pour encourager les décideurs publics à se lancer dans ce genre de processus. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Pour moi, la démocratie de demain, la démocratie utopique, ça serait une démocratie où tout le monde pourrait s'exprimer. Dans l'idéal, beaucoup plus participatif, beaucoup plus bottom-up, avec beaucoup plus d'enceintes de discussion et une beaucoup plus grande capacité d'écoute de chacun. Ça passe déjà peut-être par l'intégration de la politique, en tout cas du fonctionnement de nos institutions, plus tôt à l'école. Déjà, il faudrait que les gouvernants soient plus proches du jeune public. Il faudra voir si ça va continuer à être de la démocratie. J'espère qu'on restera dans un système démocratique. J'espère que ça viendra de la société civile. Si ça ne vient pas de nous, malheureusement, l'issue ne sera peut-être pas forcément très bénéfique. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, c'est ici que ça se passe. Abonnez-vous. Toujours là ? Profitez-en pour regarder un autre épisode.